Bonjour, chers étudiants, chers futurs collègues et futurs enseignants de mathématiques. Bienvenue dans cette première partie du cours sur la théorie de la mesure. Alors, en préambule, nous devons savoir que ce cours s'intitule Théorie de la mesure et de l'intégration. L'objectif, in fine, est d'être capable de calculer les intégrales de fonctions mesurables par rapport à une mesure. Et bien entendu, cela présuppose que, au préalable, nous ayons défini rigoureusement les notions de mesure, les notions d'application mesurable et aussi, bien entendu, les notions d'intégration. Et comme pour mesurer, pour parler de mesure, il faut parler d'objets, car ce sont des objets que l'on mesure, nous allons, dans un premier temps, traiter de la notion de tribu. Et c'est l'objet de ce cours. Nous allons traiter principalement la question relative à une tribu. Et bien entendu, nous allons planter le décor avant d'entamer cette étape. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez constater plusieurs objets. Ces objets ne se ressemblent pas, ils ont des formes différentes. Alors, nous souhaitons mesurer chacun de ces objets. Et comme vous pouvez le constater, on peut les mesurer de plusieurs façons. Soit on regarde la surface, soit on regarde le périmètre, soit on regarde la part de gâteau mangé, etc. À partir du moment où, sur un même objet, on peut définir plusieurs types de mesures, alors on ne peut pas dire que nous pouvons construire pour tous les objets une mesure triviale. Cela nécessite de concevoir une définition que nous allons assigner à ce que doit être une mesure. Nous pouvons, dans un premier temps, nous arrêter à l'intuition et nous en servir pour comprendre quels sont les axiomes que nous allons imposer à la notion de mesure qui sera définie plus tard. Un objet, qu'il soit concret ou abstrait, est un élément que nous souhaitons appréhender. La mesurer est quelque part une façon de l'appréhender. Et bien entendu, quand on parle de mesure, pour ce qui concerne la distance parcourue d'un point A à un point B, cela renvoie à une grandeur positive. Donc, premier axiome, nous souhaitons que la mesure d'un objet donné quelconque soit positive. Une autre propriété axiomatique que nous pouvons apposer à la notion de mesure est que, bien entendu, si un objet A est plus petit qu'un objet B, alors la mesure de l'objet B sera plus grande que la mesure de l'objet A. Et enfin, autre chose, c'est que nous pouvons, bien entendu, nous rendre compte que si nous avons deux objets A et B disjoints, c'est-à-dire n'ayant rien en commun, alors quand on les fusionne, quand on les rassemble, la mesure de l'union sera, bien entendu, la somme des mesures de chaque élément respectif. Voici ce que nous attendons d'une mesure. Voici les éléments minimums
que nous allons apporter à la définition de mesure. Alors, pour illustrer ce que nous avions dit dans la diapositive précédente, nous allons prendre un exemple. Voici, chers élèves, en face de vous, un carré. Nous allons tout de suite chercher à donner une mesure de ce carré. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? C'est que si l'unité de mesure est un carré, et un des carreaux se trouvant à l'intérieur du carré, alors la mesure de ce grand carré sera égale au nombre de carreaux qui le contiennent. Et bien vous constaterez que la mesure serait de 9, parce que nous avons 9 carreaux à l'intérieur de ce carré. Si nous changeons l'unité de mesure, en prenant 3 carreaux comme unité de mesure, nous constaterons ici que la mesure de ce carré est 3. Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion de cette observation? Un même objet, en fonction de l'unité de mesure choisie initialement, nous aurons 2 réponses différentes, 2 mesures différentes. On voit bien ici toute la nécessité de concevoir une définition de la mesure et bien entendu, il faut très certainement mettre en avant que pour n'importe quel objet, on peut observer plusieurs catégories de mesures ou plusieurs natures de mesures. Enfin, avant de rentrer dans la question relative et consacrée à la notion de tribu, nous allons rapidement essayer de voir pourquoi nous sommes obligés de définir rigoureusement ce que c'est qu'une tribu. Vous l'aurez bien compris tout à l'heure à travers les exemples concrets, que si on veut définir une mesure sur des objets qui sont finis, la tâche n'est pas très laborieuse. Par contre, si l'ensemble sur lequel nous cherchons à mesurer les parties est un ensemble infini ou non dénombrable, donc non dénombrable pourquoi? Parce qu'on aura ici la difficulté d'appliquer la propriété de la sigma-additivité, c'est-à-dire si vous prenez une famille d'éléments d'un ensemble 2 à 2 disjoints, on souhaiterait que la mesure de la réunion dénombrable soit la somme des mesures. Bien entendu, cette partie sera difficile à mettre en œuvre dans le cas d'un ensemble qui serait non dénombrable. Alors, il n'existe pas de mesure non triviale ayant les propriétés agréables que nous avons présentées plus haut. Pour résoudre ce problème, nous allons définir une classe de partie de oméga. Cette classe aura l'avantage d'être stable par les différentes opérations ensemblistes que nous connaissons, à savoir l'intersection, la réunion, etc. Et effectivement, à ce moment-là, on serait capable de générer des ensembles plus grands par des familles d'éléments qui seraient manipulables aisément par ces opérations ensemblistes. Voici l'intérêt justement de développer la notion de tribu. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Merci pour votre attention. Nous allons rentrer maintenant dans la première notion qui va nous amener à définir rigoureusement ce que c'est qu'une tribu, ce que c'est qu'une mesure, pardon. Pourquoi? Parce que on veut mesurer des objets
Mais nous allons voir que ces objets-là doivent être mesurables. Et pour que ces objets soient mesurables, il faudrait qu'ils appartiennent à des ensembles ayant des propriétés particulières et agréables. C'est ce que nous allons voir dans la diapositive suivante. Qu'est-ce qu'une tribu? Alors, pour répondre à cette question, il faut que vous gardiez à l'esprit 3 éléments fondamentaux. Premièrement, une tribu est un ensemble. C'est quoi? C'est un ensemble. Mais un ensemble de quoi? C'est un ensemble de parties de oméga. Donc, oméga est l'ensemble initial. C'est l'ensemble dans lequel on trouve les éléments que nous voulons manipuler. Alors, la tribu, elle, va contenir des parties de cet ensemble. Mais attention, on ne va pas retenir n'importe quelle partie de oméga pour la mettre ou pour les mettre dans la tribu. On va choisir des parties qui entre elles vont vérifier un certain nombre de conditions. Et c'est le 3e élément fondamental. Cela nous amène à la définition suivante. Soit oméga un ensemble non vide. Une famille A de parties de oméga est une tribu sur oméga. Retenez bien, c'est une tribu sur oméga si l'ensemble qui est appelé tribu possède les 3 propriétés suivantes. La première propriété est que l'ensemble non vide oméga doit nécessairement appartenir à la tribu. Un ensemble de parties de oméga qui ne contient pas l'ensemble initial ne peut pas être une tribu. Donc, première condition, la tribu doit contenir oméga. La deuxième condition pour qu'un ensemble soit qualifié de tribu est ce qu'on appelle la stabilité par passage complémentaire. Je m'explique. Si vous prenez n'importe quel élément A appartenant à la tribu, alors le complémentaire de A doit également rester dans la tribu. C'est ce qu'on appelle la stabilité par passage au complémentaire. Exemple, tout de suite, vous conviendrez avec moi que une des tribus triviales, c'est la tribu qui est composée de l'ensemble vide et de oméga. Pourquoi? Parce qu'on a dit que oméga doit être nécessairement dans la tribu. Et la deuxième condition, le deuxième axiome nous impose la stabilité par passage complémentaire. Or, le complémentaire de oméga est tout simplement l'ensemble vide. Donc, dans toute tribu, on doit obligatoirement observer la présence de oméga et de l'ensemble vide. Et enfin, la troisième condition pour qu'un ensemble soit qualifié de tribu est ce qu'on appelle la stabilité par réunion dénombrable. Je m'explique. Si AN est une suite d'éléments de la tribu, alors la réunion dénombrable des AN appartient également à la tribu. Voici les 3 axiomes fondamentaux nous permettant de construire et de qualifier un ensemble de tribus. Et bien entendu, in fine, une fois qu'on a construit la tribu, le couple composé de oméga et de la tribu A va s'appeler un espace mesurable. Les éléments de A
sont aussi également appelés des ensembles mesurables. Voici ce que c'est qu'une tribu. Voici les conditions qui permettent à un ensemble d'être une tribu. Et on a un vocabulaire nouveau, c'est celui des ensembles mesurables. C'est tout simplement les parties de oméga qui sont contenues dans A et qui vérifient les 3 axiomes cités précédemment. Je vous remercie. Alors, pour qu'on essaye quand même de se mettre à l'esprit et d'asseoir les notions que nous venons de voir, il y a un petit exercice que vous allez faire pendant que vous allez écouter ce cours. Bien entendu, c'est vrai que j'ai déjà répondu à une partie des questions. Montrer que l'ensemble vide appartient à toute tribu. Montrer également que si A et B sont dans la tribu, alors la réunion et l'intersection de A et B sont aussi dans la tribu. Montrer également que l'intersection des nombrables de AN sont également dans A, lorsque tous les AN sont dans A. Et enfin, montrer qu'il y a une stabilité par passage de la limite sup et la limite inf de la suite AN de partie, de la suite AN de partie de oméga contenue dans A. Alors, si vous vous souvenez tous de l'ensemble des parties d'oméga, l'ensemble des parties d'oméga, c'est l'ensemble de toutes les parties que l'on peut composer avec les éléments d'oméga. Et vous allez bien comprendre que puisque c'est l'ensemble de toutes les parties, alors à l'intérieur, on a toutes les formes de stabilité possibles. Stabilité par passage complémentaire, stabilité par intersection dénombrable, par réunion dénombrable, etc. On a toutes les stabilités dans P de oméga. Par conséquent, P de oméga est une tribu et vous en conviendrez avec moi, c'est la plus grande des tribus. L'ensemble composé, comme nous l'avons dit, de oméga et de l'ensemble vide est la tribu triviale, c'est la plus petite. Et enfin, on a une autre façon de construire une tribu. Si vous avez une suite d'éléments AN composant ou constituant une partition de oméga, alors on peut construire la tribu qui est l'ensemble de toutes les réunions possibles des AI. L'ensemble de toutes les réunions possibles de AI, bien entendu, est une tribu.
Alors maintenant ici, ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir un peu concrètement comment on construit une tribu engendrée. Une autre définition de la tribu engendrée, bien entendu, si c'est une famille de parties de oméga, vous pouvez construire rapidement, si vous voulez, toutes les tribus contenant C et vous faites l'intersection de toutes les tribus contenant C. Vous tomberez, bien évidemment, par définition, sur la plus petite tribu contenant C et c'est la tribu engendrée par C. Alors ici, voici un exemple illustratif de comment nous pouvons construire une tribu engendrée. Vous avez dans le premier graphique, dans le premier dessin, l'ensemble oméga qui inclut et l'ensemble A qui est une partie de oméga. Donc sigma du singleton A, c'est la plus petite tribu qui contient l'ensemble A, qui est une partie de oméga. Et bien entendu, comme vous le constatez ici, c'est l'ensemble qui est composé de A, de son complémentaire, de l'ensemble vide et de oméga. Et bien entendu, si vous observez bien, toutes les conditions sont réunies ici. On a le complémentaire d'oméga est présent, c'est l'ensemble vide. Le complémentaire de A est présent, c'est AC. L'intersection, la réunion de tous, c'est oméga. La réunion de A et de AC, c'est oméga. La réunion de A et de l'ensemble vide, c'est A, etc., etc. Donc, toutes les réunions possibles sont à l'intérieur de la tribu. Donc, on voit bien que c'est la plus petite tribu que nous pouvons construire par le singleton, l'ensemble composé de A. L'affaire devient un peu plus compliquée lorsque nous avons deux éléments. Comme le montre le deuxième dessin, nous avons A et B à l'intérieur d'oméga et les deux ont une partie commune. Si nous voulons construire la tribu engendrée par A et B, donc elle contient déjà A, B, la réunion et l'intersection et les complémentaires. Ensuite, il faut faire la réunion de tous des éléments 2 à 2, 3 à 3. Il faut prendre leurs complémentaires respectifs, etc. pour être sûr que tous les éléments sont à l'intérieur. Vous voyez que plus les éléments sont nombreux, plus il est difficile de constituer exhaustivement l'ensemble des éléments constitutifs de la tribu engendrée. Sachant que nous allons beaucoup travailler sur R ou sur R2 ou sur RK, alors nous sommes obligés, bien entendu, de définir les tribus borréliennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas capables de dénombrer toutes les parties de R. Il y en a une infinité. Et ainsi, nous allons construire une tribu qui va contenir tous les ensembles usuels de réels. C'est-à-dire, vous savez que les éléments de R sont des intervalles, des réunions d'intervalles, etc. Des réunions dénombrables d'intervalles, etc. Et donc, nous allons définir ce que c'est qu'une tribu engendrée par les intervalles ouverts de R. Donc, la tribu engendrée par les intervalles ouverts de R, respectivement de R bar, ici R bar, c'est R pour lequel on a complété plus l'infini et moins l'infini. Donc, la tribu engendrée par les intervalles ouverts de R est appelée tribu borrélienne. Elle se note BR et ces éléments sont appelés des borréliens. Nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Et on va étendre cette définition à RK de façon à ce que la tribu engendrée par les pavés ouverts de RK, c'est-à-dire les ensembles de la forme
A1, B1, croix, A2, B2, croix jusqu'à AKBK. D'accord? On les appelle les pavés ouverts de RK parce que les éléments constitutifs du produit cartésien sont des intervalles ouverts. Et cette tribu s'appelle tribu borélienne sur RK. Et nous noterons B de RK. Alors, les boréliens de R sont les intervalles suivants. Si vous avez A et B dans R, de réels, alors l'intervalle AB fermé est un borélien. L'intervalle AB ouvert en B et fermé en A est également un borélien. L'intervalle AB, les deux ouverts, est un borélien. Ainsi que les intervalles moins l'infini A et B plus l'infini. Le singleton 2. Le singleton 2 est un borélien. Pourquoi? Parce que le singleton 2 peut s'écrire comme étant l'intersection de deux intervalles qui contiennent tous les deux le nombre 2. Le singleton, l'ensemble composé du singleton 1 union l'intersection 0, 1 et l'ensemble des rationnels est également un borélien. Vous pouvez bien entendu prendre cet exercice comme entraînement, c'est-à-dire démontrer que ce dernier ensemble ou ce dernier élément est un borélien. Je rappelle qu'un borélien est tout simplement un élément de la tribu de Borel. C'est donc un ensemble mesurable. Cet ensemble est mesurable. Cet ensemble de nombres réels est mesurable. Mais bien entendu, la question qu'on pourrait se poser ici est de savoir est-ce qu'il existe des ensembles non mesurables sur R. Bien entendu, mais vous conviendrez avec moi que il y en a beaucoup plus de mesurables qu'il y en a de non mesurables. Et donc, il serait beaucoup plus difficile de construire un ensemble non mesurable, non borélien, qu'un ensemble borélien. Je vous invite à aller lire, à aller bouquiner, pour ceux qui seraient intéressés, l'ensemble de Vitali, qui est un des exemples des ensembles non boréliens. Maintenant, ce qui nous intéresse, bien entendu, pour rester fidèle à la logique que nous avons présentée plus haut, à savoir comment générer les boréliens. Car, on vient de le constater, la tribu de Borel est une tribu, elle est vraiment importante en termes de taille. Alors donc, si vous voulez montrer que la tribu de Borel, telle définie, est un ensemble mesurable, si vous voulez démontrer que c'est une tribu, il va falloir vérifier ça sur tous ces éléments, ce qui n'est pas possible. Alors, nous allons plutôt proposer ici des familles génératrices. Des familles qui vont générer BR. Nous vous en proposons 3 ici. C'est la famille I0. C'est l'ensemble des intervalles ouverts. I1, l'ensemble des intervalles semi-ouverts et bornés. Donc, les deux premiers sont des intervalles bornés. L'un ouvert, l'autre semi-ouvert. Et le dernier, d'accord, c'est un intervalle qui n'est pas borné, qui est fermé à droite. Et donc, nous allons essayer de démontrer ici que l'attribut engendré par I0, I1 et I2 est bel et bien l'attribut de Borel qui nous intéresse. Alors, bien entendu, comme nous l'avons dit précédemment, il y a un intérêt à savoir générer BR. C'est-à-dire qu'au lieu de démontrer, comme nous l'avons dit tantôt, certaines propriétés sur BR, qui est très grand, le travail sera laborieux, alors on va démontrer, vérifier ces propriétés sur la famille génératrice, et cela suffira. Et bien entendu,
vous conviendrez avec moi que les différents ensembles I0, I1, I2 peuvent s'écrire les uns en fonction des autres. Alors, comment démontrer l'égalité que sigma de I0 est égal à sigma de I1 égal à sigma de I2? Bien entendu, on va montrer que I2 est inclus dans I1. On va aussi montrer que I1 est inclus dans I0. Et donc, il suffira de montrer que I0 est inclus dans I2 et tout est joué. Et là, on aura démontré que sigma de I0 est égal à sigma de I1 égal à sigma de I2. Maintenant, après, il va falloir démontrer que ceci est égal à BR. Pour cela, nous allons démontrer que sigma de I0 est égal à BR. Et pour montrer que sigma de I0 est égal à BR, eh bien, nous allons tout simplement montrer que l'ensemble des ouverts de R peuvent s'écrire comme étant une réunion dénombrable d'ouverts. Et le tour sera joué. Alors, quel est l'intérêt en probabilité de maîtriser tout ceci? Vous allez voir plus tard, lorsque nous allons aborder la question des variables aléatoires réelles, qu'une façon de caractériser une variable aléatoire, c'est de déterminer sa fonction de répartition. La fonction de répartition d'une variable aléatoire est la probabilité que x appartienne à l'intervalle moins l'infini b, c'est-à-dire p de x inférieur ou égal à b. Et bien entendu, d'après la démonstration que nous avons faite tout à l'heure, à savoir sigma de I2 égale à BR, nous amène à réaliser que si nous arrivons à calculer P de x appartenant à moins l'infini B, alors on saura calculer P de x appartenant à grand B pour tout borélien B. Donc c'est ça l'intérêt de ce constat. C'est l'intérêt de ce constat, c'est-à-dire que à partir de ce que nous observons sur moins l'infini B, nous pouvons l'étendre à ce que nous voulons observer sur l'ensemble BR. Dans la diapositive suivante, nous allons tenter de démontrer que sigma de I0 est égal à BR. Bien, maintenant, nous allons faire un petit travail de démonstration, c'est-à-dire nous allons démontrer que l'attribut engendré par les ouverts bornés de R est égal à l'attribut de Borel. Pour cela, nous allons prendre un ouvert O de R et bien entendu à l'intérieur duquel nous allons prendre un élément qui est X. Donc il suffira tout simplement de démontrer que cet ouvert O de R est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts de R. Si on arrive à démontrer ça, alors on a notre égalité. Pourquoi on a notre égalité? Parce que la première inclusion est triviale. I0 étant inclus dans BR, alors sigma de I0 est inclus dans BR. C'est l'autre inclusion qu'on va essayer de démontrer. Mais l'autre inclusion, c'est laquelle? C'est de montrer que un ouvert de R est inclus dans sigma de I0. Donc, il faut pouvoir l'écrire comme étant, une réunion dénombrable d'intervalles ouverts et bornés. C'est ce que nous allons essayer de démontrer. Alors, pour cela, nous allons utiliser ce petit schéma qui est en face de vous, que l'on va essayer d'interpréter. La droite en noir, c'est R. Donc, soit un ouvert O, l'ouvert O, c'est le segment en vert, d'accord, et à l'intérieur duquel on va prendre X. Enfin, plutôt, on va dire que O, c'est un ouvert, d'accord, dans lequel on trouve X. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons construire une boule, car comme vous le savez en topologie, on sait que tout ouvert de R contient une boule, d'accord, contient une boule ouverte qui est inclue dans l'ouvert. Donc cette boule ouverte, bien entendu, nous sommes sur R, donc cette boule est un intervalle que nous pouvons centrer en X.
Et donc, il existe un entier non nul mx, donc il dépend de x, tel que cette boule ouverte est centrée en x et de rayon 1 sur mx. Donc, l'intervalle x moins 1 sur mx, x plus 1 sur mx est inclus dans O. Alors, puisque nous savons que un rationnel est le ratio entre deux entiers, avec le dénominateur étant non nul, et donc entre deux réels donnés se trouve toujours, on peut toujours trouver un rationnel entre deux entiers. Et donc nous allons choisir Q de x qui était rationnel, qui lui va être choisi de façon à ce que x appartienne à la boule ouverte centrée en Q et de rayon 1 sur 2 mx. Donc un rayon qui est réduit de moitié par rapport au premier rayon. Donc ici le premier rayon qui est ici, c'est tout simplement la partie en vert. La partie en vert, c'est la boule ouverte de rayon 1 sur mx, donc centrée en x. Ensuite, nous allons choisir un rationnel Q de x, ici, voilà, on a le Q de x ici, d'accord, tel que ce Q de x là, d'accord, est dans un intervalle pas très loin, appartient à l'intervalle centré en x et de rayon de 2 fois de moitié, de 2 fois plus petit que le premier rayon. Donc vous voyez bien que l'espace en orange là, cet espace en orange, d'accord, c'est la deuxième boule qui contient Q de x. Par conséquent, le même rayon, ce même rayon là, d'accord, on peut l'utiliser de façon à ce qu'on construise une boule qui est centrée en Q de x cette fois-ci et qui contient x. Et puisque cette nouvelle boule qui est centrée en Q de x et qui est centrée en Q de x et qui contient x est inclus également dans la boule ouverte, dans l'ouvert O. Et si nous faisons la réunion de tous les x en O, on voit bien que la réunion de tous les x en O sera forcément inclus dans O. Et puisque O est un ouvert, par conséquent, O, d'accord, est inclus dans la réunion de tous les x en O de cet ouvert-là, qui est centré en Q de x. Pourquoi? Parce que si on fait la réunion de tous ces intervalles ouverts et bornés centrés en Q de x, eh bien, on obtient quelque chose qui sera toujours inclus dans O. Et là, qu'est-ce que nous venons de montrer? Nous venons de montrer ceci, que l'ouvert que nous avons pris initialement de R est la réunion dénombrable d'intervalles centrés en Q de x. L'avantage de cette expression est laquelle? C'est que puisque Q de x était rationnel, et donc c'est un ensemble dénombrable, M de x qui compose comment dirais-je, le rayon de la boule ouverte est également un entier et l'ensemble des entiers naturels est dénombrable. Par conséquent, cette réunion, ces intervalles-là sont dénombrables et donc la réunion dénombrable nous permet d'arriver à la conclusion selon laquelle nous avons montré que quel que soit l'ouvert de R, il peut s'écrire comme étant une réunion d'intervalles, d'une réunion dénombrable d'intervalles ouverts de R. Et donc, nous venons de démontrer que BR est inclus dans sigma de I0. Et donc, les deux inclusions, d'accord, nous permettent de démontrer que BR est égal à sigma de I0. Et enfin, pour terminer cette partie, nous allons aborder la question consacrée à l'attribut trace. Vous vous souvenez, en classe de terminale, qu'on avait pour habitude de calculer l'intégrale d'une fonction continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur un espace, sur un support.
supposons que nous voulions le faire sur une partie du support. Et bien entendu, comme vous le savez, on sera obligé d'intégrer une fonction mesurable sur un espace mesurable. Mais là, on veut le faire sur une partie de l'espace mesurable. Cela nous amène à définir ce qu'on appelle l'attribut trace. Qu'est-ce que l'attribut trace? Tout simplement, on va dire ceci. Que si vous avez un espace mesurable composé de oméga et de l'attribut A, et vous avez grand A qui est une partie de oméga, alors on va appeler l'attribut trace de A sur grand A, donc il faut distinguer les deux A, on appelle l'attribut trace de l'attribut initial A sur A qui est une partie de l'ensemble, l'attribut qui est formé des intersections de grand A et B avec tous les B appartenant à A. Elle se note A de A. Voilà, donc l'attribut trace, vous avez, on dit, l'attribut trace de l'ancienne tribu ou de l'attribut initial sur la nouvelle partie de oméga est tout simplement l'ensemble des éléments communs entre la nouvelle partie de oméga qui est considérée ici et les éléments de l'attribut initial. Et vous voyez bien que par cette construction, bien évidemment, l'attribut trace est trivialement une tribu. Voici pour ce que nous pouvons dire sur la théorie. Je vous laisse le temps de lire, d'écouter. Surtout, prenez un stylo, un papier, écrivez, travaillez. Et puis, en présentiel, nous allons justement discuter des zones d'ombre et faire quelques exercices pour tenter d'asseoir les notions vues. Donc, la prochaine capsule sera consacrée aux fonctions mesurables et puis nous finirons par les applications mesurables. On ira très vite là-dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est la construction de la notion d'intégration. C'est la conception de la notion d'intégration qui nous intéresse. Donc, c'est ce vers quoi nous allons. Merci et bonne dégustation.